C'est le milieu de la nuit. Quelque part au fond d'un bunker de commandement fortifié, des généraux iraniens observent une carte qui s'illumine de points en mouvement. Ces points représentent des navires de guerre américains, et l'Iran doit maintenant faire un choix. Vont-ils reculer ou vont-ils défier le bluff américain? Ils ont choisi de bluffer, et ce qui s'est passé ensuite est devenu l'une des erreurs de calcul militaire les plus stupéfiantes du XXIe siècle. Un moment où l'Iran a révélé toutes les cartes de son jeu, déployé sa stratégie la plus sophistiquée et s'est fait écraser si complètement que les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Voici l'histoire de comment l'Iran a tenté le pari le plus audacieux de son histoire militaire et comment les États-Unis n'ont pas simplement gagné. Ils ont fait en sorte que l'Iran ait l'air d'avoir apporté une fronde à un combat de missiles. Pour comprendre pourquoi cela importe, il faut saisir une chose essentielle sur l'ensemble de la stratégie militaire iranienne. L'Iran n'est pas stupide. Ses dirigeants savent qu'ils ne peuvent pas affronter l'Amérique comme pourrait le faire la Russie ou la Chine. Ils ne possèdent pas de marine hauturière. Ils n'ont pas de chasseurs furtifs de 5e génération. Ils ne disposent pas du type d'arsenal guidé par satellite avec précision que les États-Unis ont passé des décennies à perfectionner. Alors à la place, l'Iran a construit quelque chose de différent, quelque chose conçu spécifiquement pour exploiter les faiblesses américaines, ou du moins ce que l'Iran croyait être des faiblesses américaines. La stratégie s'appelle la guerre asymétrique, et pendant des années, des analystes militaires du monde entier en étaient discrètement inquiets. L'idée est simple en surface. On n'affronte pas un lion de face, on le submerge. On le submerge de menaces venant de tant de directions différentes qu'il ne peut pas toutes les traiter assez rapidement. Et c'est dans ce chaos qu'on frappe. L'Iran a passé plus de 2 décennies à développer cette capacité autour d'un élément géographique spécifique, le détroit d'Ormuz. Si vous ne connaissez pas, le détroit d'Ormuz est essentiellement la gorge de l'approvisionnement pétrolier mondial. Environ 20% de tout le pétrole commercialisé dans le monde passe par ce canal étroit chaque jour. Il ne fait qu'à peine 34 km de large à son point le plus étroit, et l'Iran se trouve juste sur la rive nord, hérissé de missiles, de vedettes rapides, de drones et de systèmes radars. Pour l'Iran, ce n'était pas juste une voie navigable, c'était un levier, le point de pression ultime, un pistolet chargé pointé sur l'économie mondiale. Et pendant des années, ils ont utilisé la menace de sa fermeture pour peser au-dessus de leur poids dans les négociations internationales. Des commandants iraniens allaient à la télévision et disaient avec désinvolture des choses comme « Nous pouvons fermer Ormuz en quelques heures ». Les analystes occidentaux se tordaient les mains. Les marchés pétroliers tressaillaient. Cela fonctionnait, jusqu'au jour où l'Iran a décidé que la menace seule ne suffisait plus. Jusqu'au jour où ils ont décidé d'utiliser réellement ce qu'ils avaient construit. Ce fut le jour où tout a changé. Voici ce qui a rendu l'initiative iranienne si audacieuse. Ce n'était pas qu'une seule chose. C'était une opération coordonnée, stratifiée, multidomaine, impliquant des vedettes d'attaque rapide, des drones suicides, des batteries de missiles côtiers, des systèmes de guerre électroniques et des réseaux relais par satellite, tous se déplaçant simultanément. Les planificateurs militaires appellent ce type d'opération une attaque de saturation multi-axe. L'objectif est de frapper de tant de directions à la fois que les systèmes de défense de votre ennemi manquent littéralement de capacité pour répondre. Vous n'essayez pas d'être plus puissant, vous essayez d'être plus nombreux. La flotte iranienne de vedettes d'attaque rapide, souvent appelée bateaux moustiques, sont petites, légères et transportent des missiles anti-navires ou des explosifs. Elles ont une signature radar minuscule parce qu'elles sont proches de l'eau. Elles sont rapides et quand vous en lancez 50 à la fois depuis différentes directions, vous créez un cauchemar de suivi même pour les systèmes radars les plus avancés au monde. Parallèlement à ces bateaux, l'Iran a déployé ses drones de la série Shahed, la même famille de drones qui est devenue tristement célèbre plus tard en Ukraine. Ils sont bon marché, lents et individuellement pas si menaçants. Mais l'Iran n'en envoyait pas 5 ou 10. Ils en envoyaient des dizaines, rasant la surface de l'eau pour se cacher dans ce que les ingénieurs radars appellent le fouillis de mer, le bruit créé par les réflexions des vagues qui peut confondre les retours radars.
le raisonnement était élégant d'une manière sombre. Forcer les navires américains à suivre des centaines de petites menaces volant à basse altitude simultanément. Surcharger leur système de contrôle de tir. Et pendant que les ordinateurs s'étouffent avec les données des drones, faire approcher les vedettes rapides suffisamment près pour infliger de vrais dégâts. L'Iran avait même un réseau relais de drones volant plus haut au-dessus de la bataille pour transmettre des données de ciblage entre l'essaim et les centres de commandement sur le rivage. C'était un Internet de champs de bataille en temps réel, adaptatif, dynamique, conçu pour maintenir l'essaim coordonné même sous le feu. Sur le papier, c'était véritablement impressionnant. Des ingénieurs militaires avaient passé des années à construire ce système. Ils l'avaient testé en simulation. Ils s'y étaient entraînés. Il n'y avait qu'un seul problème. Les États-Unis observaient et se préparaient depuis très longtemps. Au moment où l'essaim iranien s'est lancé, les systèmes américains étaient déjà en mouvement. Le groupe tactique dans la zone n'était pas juste 3 destroyers flottants en espérant le meilleur. Ces navires faisaient fonctionner le système de combat Aegis, sans doute le réseau de défense navale le plus sophistiqué jamais construit. Aegis ne fait pas que suivre les menaces, il les hiérarchise, leur assigne des armes et peut engager plusieurs cibles en parallèle plus rapidement qu'aucun équipage humain ne pourrait le gérer manuellement. Lorsque des dizaines de contacts radars ont explosé sur l'écran simultanément, le système Aegis n'a pas paniqué. Il les a triés, catégorisés, a commencé à calculer des solutions d'interception avant même que les bateaux iraniens n'aient terminé leur séquence de lancement. La première réponse fut une salve coordonnée de missiles ESSM, le missile 6 Sparrow évolué. Ce sont des intercepteurs à moyenne portée, spécifiquement conçus pour exactement ce genre de scénario de saturation. Rapides, manœuvrables, être capables d'être tirés en succession rapide depuis les tubes de lancement verticaux du navire. L'objectif était l'attrition. Éclaircir l'essaim avant qu'il ne devienne assez proche pour être dangereux. Au même moment, les canons navals de 127 mm sur les destroyers ont ouvert le feu. Ce ne sont pas les canons de votre grand-père. Ils tirent des obus à fragmentation avec assez de précision pour déchiqueter un bateau rapide à plusieurs kilomètres de distance, et ils déchiraient le bord d'attaque de la formation iranienne. Mais voici où l'Iran a commis son erreur la plus critique. Il pensait avoir pris en compte la puissance de feu américaine. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la guerre électronique américaine. Arrivant d'un groupe aéronaval se trouvait une paire de A-18G Growler. Si vous ne savez pas ce qu'est un Growler, laissez-moi vous expliquer pourquoi l'Iran aurait dû avoir plus peur de ces appareils que de presque tout autre élément de l'arsenal américain. Le A-18G Growler n'est pas un avion de chasse au sens traditionnel. Il ne gagne pas en vous tirant des missiles dessus. Il gagne en faisant cesser de fonctionner toute votre infrastructure militaire. Le Growler transporte des nacelles de brouillage qui peuvent inonder des bandes de fréquences entières d'interférences électromagnétiques, aveuglant efficacement les systèmes radars sur une large zone. Mais ce n'est que le début. La pièce classifiée, la partie qui empêche les ingénieurs iraniens de dormir la nuit, est une technologie appelée mémoire numérique de radiofréquence. Voici comment cela fonctionne. Un radar iranien envoie une impulsion cherchant des avions américains. Normalement, cette impulsion rebondit sur l'avion et retourne à l'opérateur radar, qui voit un point sur son écran. Assez simple, mais le Growler intercepte cette impulsion en plein vol. En nanosecondes, plus vite que n'importe quel réflexe humain, il traite le signal et retransmet une version modifiée vers le radar. La modification est essentielle. Au lieu de retourner le signal depuis un seul emplacement, le Growler le retransmet depuis des dizaines de positions fantômes simultanément. L'opérateur radar iranien ne voit pas un avion. Il voit un écran plein de cibles, certaines se déplaçant rapidement, d'autres lentement, certaines à haute altitude, d'autres basses, toutes imitant parfaitement la signature radar d'appareils réels. Il ne sait pas laquelle est réelle, son ordinateur non plus. Alors son système commence à assigner des missiles à des cibles fantômes, lançant des intercepteurs vers un ciel vide, brûlant une réserve de munitions qui a pris des années et des milliards de dollars à accumuler contre des cibles qui n'existent littéralement pas.
Quand les Growlers sont arrivés au-dessus du détroit d'Ormuz, c'est exactement ce qui s'est passé au réseau de défense aérienne iranien. En quelques minutes, les sites de missiles sol-air iraniens tiraient sauvagement. Les opérateurs radars étaient submergés. Le commandement et le contrôle ont commencé à se fragmenter. Et puis, avec le parapluie de défense aérienne s'effondrant, la vraie destruction a commencé. Avec la coordination électronique iranienne coupée, l'essaim a cessé d'être un essaim. Il est devenu une foule. Les drones Shahed, ne recevant plus de guidage mis à jour du réseau relais côtier, ont commencé à perdre leur coordination. Certains ont plongé dans la mer, d'autres ont dévié de leur vecteur d'attaque. L'assaut multi-axe précis que l'Iran avait planifié s'est dissous en bruit aléatoire et non coordonné. Et c'est alors que le groupe tactique américain est passé à l'offensive. Utilisant des données de ciblage alimentées directement par des chasseurs furtifs F-35C opérant au-dessus du champ de bataille, des appareils que les systèmes radars iraniens pouvaient à peine voir, les destroyers ont commencé à lancer des missiles SM-6 sur l'infrastructure côtière iranienne. Ce sont des intercepteurs supersoniques réutilisés pour des frappes de surface, guidés par des chercheurs radars actifs qui se verrouillent sur les émissions radars iraniennes. En d'autres termes, si l'Iran allumait un radar pour tenter de riposter, le SM-6 le trouvait et le détruisait. Une par une, les positions de missiles sol-air iraniennes se sont éteintes. Les batteries de missiles côtiers, qui avaient été l'épine dorsale de la stratégie iranienne à Ormuz, ont été soit complètement détruites, soit forcées de s'arrêter pour éviter de se cibler elles-mêmes. Les navires de commandement coordonnant la flotte de bateaux moustiques ont été engagés depuis au-delà de l'horizon, à des distances auxquelles l'Iran n'avait aucune réponse efficace. Les vedettes d'attaque rapide, privées de coordination et face à un groupe tactique qui chassait maintenant méthodiquement plutôt que de se défendre désespérément, ont commencé à battre en retraite. Puis la retraite est devenue une déroute. Au moment où l'engagement s'est calmé, le tableau était brutal. L'Iran avait déployé sa stratégie militaire la plus sophistiquée, la plus répétée, la plus coûteuse. Il avait utilisé des drones, des bateaux, des missiles, la guerre électronique, des réseaux relais, des batteries côtières, tout ce qu'il avait construit et entraîné pendant plus de 2 décennies. Et le groupe tactique américain était toujours là, intact, opérationnel, avec assez de munitions restantes pour recommencer. Voici la partie qui n'apparaît pas dans la plupart des couvertures médiatiques. La stratégie iranienne n'était pas folle. Les analystes militaires avaient averti pendant des années qu'une attaque en essaim bien exécutée dans le détroit d'Ormuz représentait une véritable menace pour les opérations navales américaines. Des revues de défense respectées avaient écrit des articles entiers sur la vulnérabilité des navires de surface à ce type d'assaut de saturation. L'Iran avait lu ces articles aussi. Ce que ces articles ne pouvaient pas pleinement prendre en compte, c'était l'intégration. La façon dont les systèmes américains ne fonctionnent pas seulement individuellement, ils fonctionnent ensemble, partageant des données en temps réel entre navires, avions et même satellites dans un réseau si étroitement tissé que détruire un nœud ne fait que rendre les autres plus actifs. Le système Aegis n'a pas été saturé parce qu'il ne travaillait pas seul. Il partageait des données de suivi avec tous les autres navires de la formation. Les F-35 au-dessus fournissaient une image tactique fusionnée qui donnait au groupe tactique un niveau de conscience situationnel que l'Iran ne pouvait pas reproduire. Les Growlers démantelaient le réseau de coordination iranien pendant que la coordination américaine restait intacte. L'Iran avait apporté un système conçu pour submerger un seul point de défense. L'Amérique avait apporté un réseau sans point de défaillance unique. Il y a une leçon là-dedans au-delà du simple matériel militaire. C'est une question de doctrine. La stratégie asymétrique iranienne dépendait du chaos, de la surcharge, de la confusion. La réponse américaine a été de rejeter entièrement le chaos, de maintenir la clarté de l'information et la précision de l'action, même alors que des centaines de menaces se rapprochaient simultanément de toutes les directions. Ce n'est pas juste de la technologie, ce sont des années d'entraînement, de développement de doctrine et de leçons durement apprises de chaque engagement depuis la guerre froide. Alors que se passe-t-il maintenant? L'Iran contrôle toujours la rive nord du détroit d'Ormuz. Il a toujours des missiles,
des drones et des vedettes rapides. La tension sous-jacente dans le golfe Persique n'a pas disparu du jour au lendemain, mais quelque chose de fondamental a changé. Le bluff, l'idée que la stratégie asymétrique iranienne pourrait tenir la puissance navale américaine à distance, a été démasqué. Et le démasquage a été si complet, si décisif, que chaque planificateur militaire à Téhéran travaille maintenant à partir d'un ensemble d'hypothèses complètement différents. Les armes qui étaient censées être l'égalisateur de l'Iran se sont révélées visibles, brouillables, traçables et destructibles. Le réseau de guerre électronique, qui était censé aveugler les capteurs américains, a plutôt aidé les missiles américains à trouver leur cible. L'essaim qui était censé submerger les défenses américaines a manqué de coordination avant de manquer de bateaux. L'Iran a parié sa crédibilité stratégique sur ce moment, et il a perdu. Pour la marine américaine, c'était, comme on dit, juste une autre opération, un autre jour à s'assurer que la voie navigable la plus critique de l'économie mondiale reste ouverte. Un autre rappel que la domination navale ne consiste pas seulement à avoir les plus gros navires. C'est avoir le meilleur réseau, la meilleure technologie et la discipline pour l'utiliser correctement sous le feu. L'Iran l'a appris à ses dépens et le monde regardait. Peut-être vous demandez-vous si cette démonstration de force était la seule voie possible ou si d'autres chemins auraient pu mener à une issue différente. Peut-être pensez-vous à ce que signifie vraiment la supériorité militaire dans un monde où la technologie redéfinit constamment les règles du jeu.